Vous allez bien et que vos révisions se passent bien en ces temps de confinement. Donc bon, là, du coup, on va commencer à corriger le TD numéro 6. Donc là, ça a commencé avec 5 QCM qui portaient sur le chapitre des protéines du professeur Liagre. Donc du coup, premier QCM, donc là, il n'y avait pas de molécules. Par la suite, il y en aura. Donc du coup, premier QCM, bon, je vous passe un peu la lecture hein, des items dès le début. Donc là, c'était un QCM exclusivement de cours. Donc, premier item, item A était faux. Il s'agissait de la structure tertiaire des protéines et non pas secondaire, qui peut être altérée par des agents dénaturants chimiques ou physiques. Donc, juste en dessous, je vous fais des petites annotations. Je vais juste mettre le stylet, le pointeur, voilà, tac. Donc voilà, donc je vous ai fait des petits rappels en dessous. Donc du coup, cette structure tertiaire, elle peut être altérée donc, par des anomalies donc, de la structure primaire, donc de l'enchaînement en fait, des acides aminés au départ. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les mutations. Il peut y avoir des dysfonctionnements des protéines chaperones, donc ça, c'est ce qui va permettre de le repliement de la protéine sur elle-même. Par des agents dénaturants chimiques ou physiques. Donc dans les chimiques, on va avoir par exemple des agents acides, basiques, des agents oxydoréducteurs ou des solvants organiques. Et dans les physiques, on va avoir les rayonnements ou la chaleur. Donc l'item A était faux. Concernant l'item B, donc lui il était faux aussi. Là, donc c'était la structure secondaire d'une protéine et non pas tertiaire, qui donc, va être concernée donc, par le feuillet bêta-plissé. Et donc ce feuillet, il va être favorisé par la présence d'acides aminés hydrophobes, comme la valine ou l'isoleucine, et non pas la lysine comme je vous avais dit dans le sujet. Donc là, donc, je vous fais encore un petit rappel en dessous. Hein. Donc le feuillet bêta, il est défavorisé donc, par la lysine et la proline. Donc voilà, donc faites bien la différence entre les deux. Et entre ces quatre acides aminés, je vais y arriver. Et je vous fais juste aussi un petit rappel vite fait là sur les acides aminés hydrophobes. En l'occurrence, là, valine, isoleucine, lysine, proline, ce sont tous des acides aminés aliphatiques. Et ils sont tous hydrophobes, excepté la glycine. Donc ça, c'est un item de cours qui peut être facile à faire. Donc voilà, donc sachez-le. Item C, il était faux. Donc du coup, là, on parlait donc des acides aminés qui se trouvent en premier dans la séquence peptidique. Donc là, j'avais inversé augmente et diminue dans l'item. Donc la leucine et l'isoleucine vont augmenter la durée de vie d'une protéine, alors que la glycine et la méthionine vont la diminuer. Donc ça, faites bien attention. Item D, donc là encore, il était faux. Donc là, on vous parlait de la séquence PEST. Donc la séquence PEST, c'est celle qui va favoriser la dégradation des protéines par le protéasome. Notamment en fait en favorisant une ubiquitinylation des protéines. Et donc cette séquence PEST, donc la composition est indiquée en fait par les lettres qui forment le mot, donc PEST, donc qui correspondent au code à une lettre des acides aminés. Alors on ne vous demande pas de le connaître, hein, le professeur Liagre ne vous demande pas de connaître tout ça par cœur, mais au moins prenez les acides aminés qui correspondent pour cette séquence, parce que donc là ça correspondait au P, à la proline pour le P, au glutamate pour le E et non pas la glutamine, comme je vous avais fait dans le sujet. Ça, j'avoue, c'est un petit piège de bâtard, mais ça m'a fait plaisir de vous le faire. La sérine pour le S et la tréonine pour le T. Voilà. Ensuite, donc l'item E, là encore, était faux. Donc justement, donc, ça parle du protéasome dont je vous parlais juste avant. Et donc c'est un système multi-enzymatique qui est composé de 20 sous-unités enzymatiques et de 5 activités peptidasiques différentes. Pardon. Donc ça, très honnêtement, c'est un item qui peut très facilement tomber. C'est souvent que je le vois. Donc retenez-le bien, bon c'est pas compliqué à retenir, hein. Souvent il va inverser le 20 et le 5. Et donc juste en dessous, je vous fais un petit rappel sur le protéasome, hein, donc système multi-enzymatique comme on l'a vu, qui va permettre de dégrader les protéines en acides aminés élémentaires, notamment lorsque celles-ci sont ubiquitinylées. Donc notre QCM1, on avait un beau couscous. QCM2, donc là on passe au QCM à molécules, donc ça le professeur Liagre il aime beaucoup, ça fait 2-3 ans qu'il fait beaucoup de ça, donc c'est à dire que là vous avez une molécule à identifier et vous avez un QCM donc, qui traite de cette molécule. Donc à vous de savoir reconnaître cette molécule et de vous rappeler du cours qui correspond à cette molécule. Donc ici il s'agissait de l'immunoglobuline M ou IgM. Donc l'item A était faux. Je ne sais plus ce que je vous disais. Voilà, je vous disais, ça correspondait à l'IgG, donc l'immunoglobuline G. Donc c'est faux. Il s'agit bien de l'IgM ici. Ensuite l'item B, donc il était vrai. Cette molécule, donc elle est bien composée de chaînes légères kappa et lambda, de chaînes lourdes mu. Ensuite l'item C était faux. Là donc je vous avais dit ici que c'était le peptide P qui permettait la formation du pentamère. Donc ça c'est faux, c'est le peptide J. C'est ce qu'on voit ici sur la molécule.
Là, donc pentamère, parce que donc, vous avez 5 monomères qui vont être reliés donc, par la chaîne J ou le peptide J, justement, donc, dont on vous parle dans l'item. Item D, donc il était vrai, l'immunoglobuline G, donc IgG, fait partie des premières immunoglobulines à être synthétisées lors de l'introduction d'un antigène dans l'organisme. Alors oui, donc c'est vrai, lors de l'introduction d'un antigène dans l'organisme, pardon, oula, j'arrive plus à parler là. Donc les IgM vont être les premières immunoglobulines qui vont être synthétisées. Pour petit rappel, les immunoglobulines, on les appelle aussi les anticorps. C'est pour ça qu'on dit qu'elles vont venir se lier aux antigènes lors de la réponse primaire du système immunitaire. Et donc l'item E était vrai, donc ça correspond bien aux IgM. Donc ici, les réponses justes étaient B, D et E. QCM 3. Donc là, encore une fois, une immunoglobuline à identifier. Donc ici, on voit qu'il y a deux petites boules sur cette immunoglobuline. Et donc deux petites boules, ça correspond à une immunoglobuline G. Donc ici, l'item A était vrai, donc c'était bien l'immunoglobuline G. La B, elle était fausse. Donc là, j'avais inversé gamma, kappa et lambda. Donc ça, faites bien attention à ça. Bon, normalement, il ne le fait pas tomber, mais déjà, de 1, on ne sait jamais. Et puis de 2, voilà, c'est pour que ça vous montre aussi qu'il faut bien connaître le cours bien en détail, parce que souvent, des petits détails, ça peut apporter des points non négligeables. Donc vraiment, essayez de ne pas passer trop vite sur ce cours, même si je sais que ça peut être compliqué parfois. Mais voilà, donc oui, faites bien attention aux détails. Item C, donc c'était vrai, il s'agit bien d'un tétramère, parce que si on reprend notre molécule, l'immunoglobuline, en fait, elle va être composée de deux chaînes lourdes, donc, qui sont marquées ici donc, par le L, VLCL, et de deux chaînes, les chaînes lourdes donc, qui sont symbolisées par le H pour heavy, et de deux chaînes légères, donc symbolisées par le L pour light. Donc du coup, deux chaînes légères et deux chaînes lourdes, c'est ce qui va former un total de 4 chaînes pour former cette protéine, donc c'est pour ça qu'on parle d'un tétramère. Item D, donc il était bien faux. Ici, vous avez inversé Fab et FC. Donc du coup, voilà, pour rappel, donc, les immunoglobulines elles peuvent être coupées par des protéases en deux fragments Fab et en un fragment FC. Les fragments Fab étant les sites de fixation de l'antigène, justement, et qui sont composés d'une chaîne légère et d'une partie de chaîne lourde. Tandis que le fragment FC, lui, il va être composé des deux parties restantes de chaîne lourde. Ensuite, l'item E était vrai. Donc là, cette immunoglobuline est synthétisée suite à une stimulation antigénique secondaire. Donc ça, c'est du cours, c'est tiré du cours du professeur Liag. Et donc comme on a vu tout à l'heure avec la stimulation antigénique primaire donc, qui permettait la synthèse d'IgM, ici en fait on va avoir une synthèse d'IgG. Et donc je vous le marque, donc c'est un rappel de cours, les anticorps augmentent plus rapidement qu'après une stimulation antigénique primaire et persistent plus longtemps. Donc en fait votre réponse immunitaire va être plus longue à ce moment-là. Donc ici, les réponses justes étaient les réponses A, C et E. On passe ensuite au QCM numéro 4, donc toujours pareil, une immunoglobuline donc à identifier. Donc ici, on voit au niveau des petites boules qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc 8 petites boules correspondent à une immunoglobuline D. Alors je vous parle des petites boules parce que moi, il n'y avait que comme ça que j'arrive à les différencier. Donc ici, c'est l'immunoglobuline D. Et donc, l'item A était faux. Donc la molécule possède des chaînes lourdes de type delta. Je ne sais plus ce que je vous avais mis, voilà, je vous avais mis de type epsilon. Donc, je vous remonte, là, je vous avais mis de type epsilon, alors qu'ici, non, c'était bien delta. Donc, faites bien attention à ça. Les chaînes lourdes mu, c'est pour M, delta, c'est pour les D, epsilon, c'est pour les E, etc., etc. Gamma, c'est pour les G, enfin voilà. Donc, le A était faux. Le B était faux également. Donc, les extrémités N-terminales des chaînes lourdes et légères de cette molécule qui fixe l'antigène possèdent une séquence variable composée de VH et VL. Alors, je vous avais mis CH et CL, donc c'est bien faux. Donc, pour vous en rappeler, une séquence variable, donc si c'est variable, vous aurez forcément un V, d'accord? C'est ce que je vous marque ici. Les autres domaines sont dits constants, donc constants, ils sont appelés CH et CL. Donc là, ici, voilà, là, vous avez un petit moyen, pas un moyen mnémotechnique, mais un moyen que ce soit plus visuel. Donc V pour variable, C pour constant, H pour heavy, donc lourde, et L pour light, légère. Donc ça vous évite l'erreur que j'ai fait tout à l'heure en disant que L c'était pour lourde. Donc voilà, donc retenez bien ça. Item C, il était faux. Donc les domaines VH et VL contiennent des zones hypervariables, oui, qui permettent aux immunoglobulines de reconnaître une infinité d'antigènes et de se lier à ces antigènes. Donc encore une fois, les immunoglobulines sont appelées aussi anticorps. Et donc les anticorps, par définition, vont aller se lier aux antigènes. Donc l'item C était faux. L'item D, donc il était bien vrai. La fonction de cette molécule, en fait, on ne sait pas encore totalement à quoi elle sert. Donc ça, c'est du cours, voilà. C'est une phrase que j'ai copié-collée.
Donc à connaître, et l'item E était faux, donc il s'agissait bien de l'immunoglobuline D et non pas E comme je vous le mettais dans le sujet. Donc ici la seule réponse vraie était la D. QCM5, donc là, ici on avait une autre molécule, cette fois-ci c'était pas une immunoglobuline, je pense que normalement on s'en rappelle assez facilement de celle-ci, parce qu'elle est assez atypique, c'est la molécule de l'hème. Donc ici la molécule de l'hème, on la reconnaît notamment par la présence d'un ion fer ferreux, donc Fe2+, au centre, et qui est entouré par une structure de protoporphyrine 9, d'accord? Et donc ça, justement, c'est ce qui nous amène à l'item A de ce dernier QCM. Donc l'item A était vrai. La molécule est bien composée d'une protoporphyrine 9 et d'un ion fer ferreux Fe2+. L'item B, là encore, il était vrai. Donc là, c'était sur la constitution des chaînes alpha et bêta de la structure primaire de l'hémoglobine. Donc, on n'a pas fait de piège dessus. On vous l'a mis, en fait, parce que, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'il faut bien tout connaître. Je ne pense pas que le prof fasse de piège dessus. Mais c'est quand même important de bien maîtriser les détails. Encore une fois, ça peut vous rapporter ne serait-ce que 0,2, 0,4, et rien que ça, des fois, ça peut faire une grosse différence. Donc vraiment, ne négligez pas les petits détails de ce genre-là. Donc en dessous, on fait un petit rappel de cours. La structure primaire de l'hémoglobine, elle est composée d'une chaîne de 153 acides aminés. Donc voilà, donc juste, bon, c'est pas bien compliqué à retenir. Donc voilà, faites bien attention aux détails. Ensuite, l'item C, donc là encore, il était vrai. La structure oxygénée est stabilisée par une liaison hydrogène entre l'oxygène lié au fer et l'histidine E7 ou histidine distale. Bon, ça pareil, hein, ça c'est du cours, c'est une phrase que j'ai sortie du cours du professeur Liag, voilà, donc c'est ça à connaître. Et enfin, donc nos deux derniers items, donc l'item D, donc, qui était vrai. Donc la fixation de l'oxygène sur cette molécule entraîne un phénomène de coopération allostérique. Donc ça c'est vrai, c'est ce que je vous montre ici avec ce schéma donc, tiré du cours. Donc c'est pas moi qui l'invente. Donc ici vous voyez, donc ça c'est ce qui symbolise notre molécule lorsqu'elle n'a rien fixé encore. Là ici, donc vous avez fixation d'un oxygène. Et donc une fois qu'il y aura fixation de cet oxygène, pardon, ça va favoriser en fait, ça va augmenter l'affinité de l'hème pour l'oxygène. Donc du coup ça va favoriser la liaison à un deuxième atome d'oxygène, puis un troisième, puis un quatrième. Et donc c'est ça qu'on appelle le phénomène de coopération allostérique. Et donc, deuxième partie donc, de cet item, donc donnant à la courbe de saturation de 2 un aspect de sigmoïde. Donc, ça, en fait, c'est ce qui est symbolisé donc, par le schéma que je vous ai mis ici, donc encore une fois, qui est tiré du cours. Donc, ici, on voit bien que la saturation d'oxygène a bien un aspect de sigmoïde. Et ici, donc, en abscisse, on voit donc la pression partielle en O2, avec donc une pression partielle dans les poumons qui est supérieure à celle dans les tissus. Dans les poumons, elle est voisine de 100 mm de mercure, tandis que dans les poumons, elle est voisine de 40. Et donc, ça nous permettait de répondre à notre item E, qui là encore était vrai. Dans les poumons, la pression partielle en O2 est supérieure à celle dans les tissus. Voilà, donc du coup, ça conclut ces 5 premiers QCM. Donc ici, le QCM 5, on avait une jolie salade. Donc ici, on mange bien, on commence avec un couscous, on finit avec une salade. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage. Je vous laisse avec mes collègues pour la suite. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut à tous, du coup, moi je vais vous corriger les QCM 6 à 10. Donc c'est parti, QCM 6, les bonnes réponses c'était AD. Donc l'item A, il était vrai. Le 1 correspondait bien à du gluté5 qui est spécifique au fructose. Donc en gros, il va permettre son entrée dans l'entérocyte à partir de la lumière intestinale. Ensuite, item B, il était faux. Le 3 correspondait à du transporteur gluté2 et non du gluté1. Donc en fait, la particularité du gluté2, c'est qu'il est tout le temps dans les membranes basales des entérocytes. Donc ça, c'est l'entérocyte. Et l'entérocyte, en fait, il va avoir un rôle de barrière, de frontière plutôt, entre l'intestin, qui est ici, où va passer les aliments qu'on aura ingérés, et les capillaires, donc le sang qui permettra de prendre le fructose, le glucose, et de les emmener dans le foie, là où ils seront métabolisés. Donc voilà, donc en gros, le fructose passera par gluté5, qui est spécifique à lui-même, et le glucose passera par SGLT1, qui est un transporteur actif, donc c'est-à-dire qui ira contre un centre, contre un gradient de concentration, pardon. Et ensuite, le glucose et le fructose qui seront dans l'entérocyte passeront dans le sang par gluté2. Donc item C, il était faux, le 2 correspondait à du sodium et pas du potassium. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée du glucose, il va être associé à une entrée simultanée de sodium et en même temps une sortie de sodium par la NAK+, ATPase membranaire.
c'est ce qui permettra de maintenir un gradient positif dans la cellule. Donc, item D, il était vrai. Les transporteurs GLUT3 sont situés dans le cerveau, donc je vous ai mis le tableau. Donc GLUT3, cerveau, et les os concernés, c'était le glucose et le galactose, mais je ne vous le demandais pas. Ce tableau, il est assez important à savoir. Ça peut tomber en partiel, ça tombe souvent en partiel même. Ensuite, item E, il était faux. Tous les transporteurs ont une forte affinité pour le glucose, sauf GLUT2. En fait, GLUT2, ça va être le seul des transporteurs glutés sensible à la glycémie. C'est-à-dire que lorsque on va être en hypoglycémie, par exemple, GLUT2 va faire passer plus de glucose dans le sang. Parce que je vous le rappelle, GLUT2, il est situé dans les membranes basales, et quand il aura beaucoup de glucose dans les cellules, s'il est en hypoglycémie, tout le glucose va aller dans le sang. S'il est en hyperglycémie, en revanche, il va rester dans l'entérocyte. Voilà. Tandis que les autres, du coup, sont insensibles à la glycémie. Donc c'est pour ça qu'il a une faible affinité, GLUT2. Donc ensuite, QCM7, les bonnes réponses c'était CE. Donc l'item A, il est faux. La glycolyse est une voie irréversible divisée en deux phases, donc phase d'investissement et non phase d'acquisition, et phase de remboursement. Donc je vous ai mis les deux phases. Donc phase d'investissement, c'est la phase à 6 carbone, où on va investir de l'ATP, c'est-à-dire que donc, elle comprend les réactions 1 à 3, et il y aura une perte d'ATP. On investit de l'ATP, on en perd, pour ensuite avoir comment on dit, un chiffre d'affaires. Ouais, un chiffre d'affaires dans la phase de remboursement. Donc dans la phase de remboursement, c'est la phase à 3 carbone, donc elle comprend les réactions 6 à 10 et on aura un gain de 4 ATP. Donc dans la phase d'investissement, on va avoir une perte de 2 ATP et remboursement, on aura un gain de 4 ATP, ce qui nous fera un bénéfice de 2 ATP. Donc c'est ce qu'on appelle le rendement de la glycolyse. En fait, le rendement, c'est 2 ATP par molécule de glucose, du coup. Ensuite, item B, il était faux. La glycolyse se déroule en 10 étapes qui ne sont pas toutes irréversibles. Pardon. Donc là, je vous ai mis des exemples de la glycolyse, des réactions irréversibles, réversibles, pardon, je dis n'importe quoi. Donc la réaction 2, la réaction 4, 5 et la réaction 6 sont réversibles. C'est-à-dire que dans la néoglucogénèse, elles vont utiliser les mêmes enzymes en fait. Voilà, c'est ça que j'explique. Donc, c'est-à-dire que ces réactions peuvent se produire dans les deux sens avec les mêmes enzymes. Ensuite, l'item C, il était vrai, donc je l'ai expliqué dans l'item A, le rendement de la glycolyse est de 2 ATP par molécule de glucose. Voilà. Ensuite, l'item D, il était faux, la néoglucogénèse est la voie inverse de la glycolyse et non réversible. Il y a une nuance à avoir, il y a une différence entre les deux mots. C'est la voie inverse mais pas réversible, parce que dans la néoglucogénèse, il y a des réactions spécifiques. Donc, je vous ai mis les réactions spécifiques de la néoglucogénèse. Donc, la transformation du pyruvate en phosphoénol pyruvate par la PEP carboxynase et le pyruvate carboxylase. La transformation du fructose 1,6-biphosphate en fructose 6-phosphate par la fructose 1,6-biphosphatase. Et la transformation du glucose 6-phosphate en glucose par la glucose 6-phosphatase. Et donc on remarque une différence avec la glycolyse, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes enzymes. C'est-à-dire que, par exemple, dans la glycolyse, la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate, c'est fait par la phosphofructokinase. Alors qu'ici, c'est la fructose 1,6-bisphosphatase. Du coup, ce n'est pas du tout réversible, c'est irréversible. Donc, item E, il était vrai. Donc ça, c'est bien le bilan de la glycolyse et il est important à savoir parce qu'il tombe souvent. Voilà. Donc voilà. Donc QCM8, pardon, c'était BCE. Donc l'item A, il était faux. Ça correspondait à du fructose 1,6-biphosphate et non du fructose 1,5-biphosphate. Donc il faut bien prendre en compte quand on cherche la chaîne carbonée, c'est qu'il faut bien prendre en compte ces deux carbones. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre juste les carbones du cycle.
C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5. On va bien faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Du coup, c'est du fructose 1,6-biphosphate. Donc l'item B, c'était vrai. Cette molécule est le produit de la réaction 3 de la glycolyse. Donc la réaction 3, je vous l'ai mise. Donc il y a une transformation du fructose 6-phosphate par la phosphofructokinase en fructose 1,6-biphosphate. Donc il va y avoir une hydrolyse d'ATP puisque dans le fructose 6-phosphate, il y a un phosphate en moins que cette molécule. Donc on va hydrolyser l'ATP pour prendre son petit phosphate là. Donc on va passer du triphosphate à du diphosphate, donc on va lui enlever un phosphate pour venir le mettre sur le carbone 1 du fructose 6-phosphate. Et du coup ce qui donnera le fructose 1,6-biphosphate. Voilà, donc item C, il était vrai, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà, c'est ça. Ensuite, item D, l'AMP est un activateur de la phosphofructokinase. Donc il faut savoir qu'il existe un rapport important d'ATP-AMP dans la cellule, dans le corps humain plutôt. Plus le niveau énergétique cellulaire est bas, donc c'est-à-dire moins il y a d'ATP, c'est ça en fait, le niveau énergétique c'est l'ATP, donc moins il y a d'ATP, plus on va chercher à en fabriquer. Donc en gros, moins il y a d'ATP, plus il y a donc son contraire qui est l'AMP, et donc on va chercher à, à produire de l'ATP, et donc ce qui veut dire que ça va activer la phosphofructokinase, qui va activer la glycolyse. Donc le fait d'activer la glycolyse, on va avoir une production de 2 ATP. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas assez d'ATP, l'AMP va activer la phosphofructokinase qui va activer indirectement la glycolyse et donc on aura plus d'ATP au final. Voilà. Ensuite, item E, il était vrai. Donc cette molécule, donc le fructose 1,6-biphosphate, va être clivé en sucre à 3 carbones lors de la réaction 4. Donc voilà, donc lors de la réaction 4, on va obtenir du dihydroxyacétone phosphate et du glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc en fait, cette réaction, elle est assez importante dans la glycolyse puisqu'on va passer de 6 carbones à 2 molécules à 3 carbones. Et donc c'est important puisque du coup le pyruvate, ça va être une molécule à 3 carbones tout simplement. Donc au final, euh, là on aura du dihydroxyacétone phosphate qui va venir se transformer en glycéraldéhyde pour continuer de faire la glycolyse. Donc au final, on aura 2 molécules de pyruvate, puisque du coup, le glycéraldéhyde, il va continuer la glycolyse, et le dioxyacétone va venir se transformer en glycéraldéhyde pour aussi continuer la glycolyse. Du coup, on aura 2 molécules de pyruvate. Donc voilà. QCM9, du coup, c'était BDE. Donc l'item A, il était faux. Le glycogène ne peut pas être phosphorylé par l'exokinase. En gros, il n'est pas phosphorylé, il est hydrolysé déjà. Donc elle est cool à savoir, cette petite réaction. Hein. Et du coup, c'est plutôt le glucose qui va être phosphorylé en glucose 6-phosphate par l'exokinase. Voilà. Donc ensuite, item B, il était vrai. La première étape de synthèse du glucose à partir du pyruvate nécessite la conversion du pyruvate en phosphoénol pyruvate donc cette étape, du coup, elle est catalysée par la pyruvate carboxylase dans un premier temps, qui va transformer le pyruvate en oxaloacétate. Et ensuite, l'oxaloacétate va être transformé en euh, phosphoénol pyruvate par la phosphoénol pyruvate carboxykinase. Voilà. Donc, item C, c'était faux. L'oxaloacétate ne doit pas nécessairement se transformer en malate pour traverser la mitochondrie. Mais attention, il doit forcément se transformer puisque l'oxaloacétate tel qu'il est ne peut pas traverser la barrière mitochondriale. Donc il doit donc se transformer soit en malate, soit en aspartate. Et donc dès qu'il sera transformé en malate et en aspartate, ces deux molécules, enfin l'une des deux du coup, passera la barrière et dès qu'elle sera passée, elle sera retransformée en oxaloacétate pour continuer la néoglucogénèse. Ensuite, item D, c'était vrai, le lactate est formé dans les muscles squelettiques et les hématies, mais il n'est pas métabolisé.
Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les muscles, il n'y a pas de glucose 6-phosphatase. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de néoglucogénèse dans le muscle. Du coup, ce qu'il va faire, le pyruvate, c'est qu'il va se transformer en lactate. Le lactate, il va aller dans le foie grâce au sang. Et dans le foie, il y a du glucose 6-phosphatase. Donc le lactate va se retransformer en pyruvate. Et le pyruvate participera à la néoglucogénèse. Donc comme je vous l'explique, item E, donc, qui était vrai. Voilà. QCM 10, les bonnes réponses étaient A, D et E. Donc item A, il était vrai. Pardon. L'alanine est un acide aminé glucoformateur. Donc en fait, l'alanine, c'est l'acide aminé qui permettra de faire la néoglucogénèse le plus facilement avec le moins de réactions possible, avec le moins de réactions métaboliques possible. Voilà. Donc item B, il était faux, l'alanine en présence d'alate et non d'azate, et d'alpha-cétoglutarate se transformera en pyruvate et en glutamate. Donc voilà, l'azate qui permet la transformation, je crois, de l'aspartate. Donc l'alate, lui, ça veut dire alanine aminotransférase. Item C, il était faux, le glucose peut se stocker sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Mais il est stocké principalement dans le foie. Ensuite, item D, il était vrai. Dès son entrée dans l'hépatocyte, le glucose est phosphorylé en glucose 6-phosphate, puis converti en glucose 1-phosphate. Donc en fait, il était vrai, mais il ne fallait pas tomber dans le panneau, il ne fallait pas penser à la glycolyse. Là, on parlait surtout de la formation de glycogène. C'est-à-dire que, oui, il peut rentrer dans l'hépatocyte, le glucose, se transformer en glucose 6-phosphate, puis continuer la glycolyse. Sauf que là, on parlait de synthèse de glycogène. C'est quand il va se stocker. Donc en gros, il va se transformer, le glucose 6-phosphate va se transformer en glucose 1-phosphate, donc par la phosphoglucomutase, et ce glucose 1-phosphate, il servira ensuite à la synthèse de glycogène, donc ce qui permettra de stocker le glucose en soi. Et du coup, item E, il était vrai, la régulation du métabolisme du glycogène se fait à l'aide de la glycogène synthase et de la glycogène phosphorylase. Voilà. Donc c'était tout pour moi, donc je vous fais des bisous. Là, c'est une période assez compliquée. On est à quelques semaines, voire même à quelques jours de votre mois de révision, donc vous allez bientôt rentrer dans la dernière ligne droite. C'est là où tout peut se jouer, clairement. C'est là où vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup de place. Donc, il ne faut pas désespérer. Et il faut continuer de serrer les dents. C'est une mauvaise période, mais qui paiera si vous vous donnez à fond et ça vaut vraiment le coup, vraiment. Donc, je vous fais des gros bisous et vous allez passer à la correction des autres QCM. Bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va malgré la situation actuelle et j'espère que cette colle s'est bien passée pour vous. Donc je vais vous corriger les 5 derniers QCM. QCM 11, on nous présentait l'alanine. Item A, l'alanine est un acide aminé non essentiel. C'était vrai. Les acides aminés non essentiels, ce sont ceux qui sont produits naturellement par notre organisme et donc par conséquent, il existe des acides aminés essentiels qui, eux, ont besoin d'être apportés par l'alimentation. Il y en a 8, ce sont la leucine, la thréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Pour s'en rappeler, on a le mémotechnique, le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseult. Item B, l'alanine peut permettre de réaliser la glycogénogénèse. C'était faux, elle permet de réaliser la néoglucogénèse qui correspond à la reformation de glucose à partir de d'autres molécules, donc ici les acides aminés. La glycogénogénèse, elle par contre, elle correspond au stockage de glucose soit dans le foie, soit dans le muscle sous forme de glycogène. Donc ça se fait uniquement à partir du glucose. Item C, l'alanine est un acide aminé aromatique. C'était faux, il s'agit d'un acide aminé aliphatique. Les acides aminés aromatiques, ce sont la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine, et donc eux, ils vont porter un cycle. Item D, l'alanine est favorable à la formation de feuillets bêta-plissés. C'était faux, elle permet de former des hélices alpha. Les hélices alpha, ce sont des motifs qui vont déterminer la structure secondaire des protéines, et donc en plus de l'alanine, on a la phénylalanine, la leucine et le tryptophane qui vont être favorables à leur formation.
Ce sont des acides aminés qui sont volumineux et pas ou peu polaires. Et enfin, item E, l'alanine se trouve dans la même catégorie d'acides aminés que la valine. C'était vrai, ce sont tous les deux des acides aminés aliphatiques. On a également la glycine, la proline, la leucine et l'isoleucine. Et donc, petit rappel, la glycine, c'est le seul acide aminé aliphatique qui va être non hydrophobe. Donc, c'est-à-dire qui va être hydrophile et donc qui va attirer l'eau. Les items vrais étaient donc les items A et E. Ensuite, QCM12, donc si on avait le glucose. Item A, le glucose intervient dans une réaction réversible de la glycolyse. C'était faux, il s'agit d'une réaction irréversible. C'est la réaction 1, et donc dans cette réaction, on a formation de glucose 6-phosphate grâce à l'hydrolyse de l'ATP. Item B, en extracellulaire, le glucose est stocké sous forme de glucose 6-phosphate. C'était faux, le glucose il est stocké en intracellulaire. Et donc cette phosphorylation du glucose, c'est ce qui va permettre de le maintenir à l'intérieur de la cellule, car il va y avoir formation d'un gradient osmotique vers l'intérieur de la cellule. Item C, le D-glucose est épimère du D-altrose en C3. C'était faux, il est épimère du D-allose en C3. Donc voilà, ici on peut voir le groupement hydroxyle du carbone 3 du D-allose qui est orienté vers la droite, et il est orienté vers la gauche pour le D-glucose. Donc ils sont épimères. Et pour le D-allose et le D-altrose, on peut voir qu'on a une épimérie en C2. Et donc le D-glucose et le D-altrose n'ont aucune relation d'épimérie car ils ont l'orientation du groupement hydroxyle de 2 de leur carbone va être opposée. Ensuite, item D, le glucose permet la réalisation de la néoglucogénèse dans les entérocytes. C'était faux, la néoglucogénèse elle se fait dans les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie. Et donc elle va se faire uniquement dans ces cellules-là, car ce sont les seules cellules qui vont avoir les enzymes nécessaires à la reformation du glucose. Et enfin, item E, le glucose forme un sucre non réducteur avec le galactose. C'était faux, c'est avec le fructose, et donc ce sucre non réducteur, c'est le saccharose. Par contre, il forme un sucre réducteur avec le galactose, et il s'agit du lactose. Donc petit rappel pour le moyen mémotechnique, les sucres non réducteurs, ils vont avoir un R dans leur nom, alors que les sucres réducteurs, ils ne vont pas avoir de R. Et donc les items vrais, il n'y avait aucun item vrai, c'était couscous. Ensuite QCM13, donc là on avait l'aspartate ou acide aspartique. Item A, l'aspartate permet de former de l'aspartate grâce à l'azate dans la néoglucogénèse à partir du pyruvate. C'était faux, c'est le glutamate qui permet de faire ça. Item B, l'aspartate est retrouvé dans les coups de bêta des protéines. C'était vrai, donc rappel, les coups de bêta ce sont des motifs qui vont déterminer la structure secondaire des protéines, tout comme les hélices alpha, et donc dans les coups de bêta on retrouve l'aspartate, l'asparagine, la glycine, la proline et la sérine. Ce sont des acides aminés qui sont hydrophiles et qui vont être répartis en périphérie de la molécule. Ensuite, item C, l'aspartate est un composant du glutathion. C'était faux, ce n'est pas un composant du glutathion. Le glutathion, c'est un enchaînement de glutamate, cystéine, glycine, et donc mémotechnique. Avec glu, la cysta, nous glissions, donc glu comme le début de glutathion et comme glutamate, cis comme la cystéine, ta comme le ta de glutathion, et gly comme la glycine, et tion comme thion dans glutathion. Ensuite, item D, la décarboxylation de l'aspartate permet la formation d'un neuromédiateur inhibiteur. C'était faux, il s'agit de la décarboxylation du glutamate qui permet de former donc du GABA. Et enfin, item E, l'aspartate est un intermédiaire du cycle de l'urée. C'était vrai, on le retrouve dans la réaction 3. Donc les items vrais étaient les items B et E. Donc QCM14, la forme L de l'arabinose est la plus courante dans la nature. C'était vrai, par contre il faut faire attention, l'arabinose c'est un peu une exception parce que la plupart des oses on va les trouver sous forme de série D. Item B, les leucotriènes sont formées à partir de l'acide arachidonique principalement, c'était vrai. Item C, le tryptophane possède un noyau imidazole, c'était faux, le tryptophane y possède un noyau indole, qu'on retrouve ici, et c'est l'histidine qui possède un noyau imidazole. Item D, le tryptophane est un site de phosphorylation. C'était faux, les sites de phosphorylation sont la tyrosine, la sérine et la thréonine. Et enfin, item E, les kilomicrons sont composés majoritairement de triglycérides. C'était vrai. Donc les kilomicrons, ce sont des lipoprotéines. Et donc petit rappel, les lipoprotéines en surface, elles contiennent du cholestérol libre, des apoprotéines et des phospholipides. Et au niveau de leur noyau, elles contiennent des esters de cholestérol et des triglycérides.
Et donc il va y avoir différents types de lipoprotéines qui sont marqués ici de la plus volumineuse à la moins volumineuse, ou bien de la moins dense à la plus dense. Et chacun de ces types de lipoprotéines va comporter des lipides en différentes proportions. Et donc ici, on peut retenir le lipide majoritaire grâce aux mémotechniques ta gueule, t'es gros, c'est Apollon à poil. Et donc les items vrais étaient les items A, B et E. Et donc QCM15, ici on se trouve en présence de la réaction 2 du cycle de l'urée. Donc on va pouvoir commencer par nommer les molécules. Donc ici on avait du carbamylphosphate qui allait réagir avec de l'ornithine pour former de la citrulline grâce à l'OCT ou ornithine carbamyltransférase avec une libération d'ion phosphate. Donc les items A et B étaient faux et l'item C était vrai. Item D, dans la prochaine réaction, de l'arginosuccinate sera produit. C'était vrai, donc ici on avait notre citrulline qui venait réagir avec de l'aspartate pour former de l'arginosuccinate. Item E, il s'agit de la réaction 4 du cycle de l'urée, donc c'était faux, c'était la réaction 2. Donc voilà, ici on vous a laissé un petit récapitulatif sur les structures secondaires des protéines, donc vous pourrez le regarder plus en détail dans la correction sur Community. Donc je vais pouvoir vous laisser passer aux exercices, vous pouvez faire pause dans la vidéo, remettre dès que vous avez fini. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour les révisions, mangez bien, dormez bien, et surtout quand vous en avez la possibilité, n'oubliez pas de quand même profiter de vos proches. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite encore bon courage. Du coup, on se retrouvait maintenant avec un petit exercice bonus où il fallait relier les molécules. Donc du coup, on commençait avec la partie 1, les immunoglobulines. Donc tout d'abord, la molécule 1, c'était celle-ci. Et donc ici, moi, ce qui m'aidait, c'était qu'en gros, la chaîne, là, c'était la chaîne delta. Et du coup, delta, ça correspond au D. Du coup, c'était l'immunoglobuline D. Pour la suivante, la molécule 2, là c'est la seule où on ne peut pas faire cette tactique parce que du coup c'est des chaînes H et on n'a pas d'immunoglobuline H dans le cours. Du coup c'est d'immunoglobuline G, en fait il fallait retenir que c'était celle-là où la chaîne ne correspondait pas à son nom. Pour la molécule 3, du coup, on voyait ici qu'on avait des chaînes mu et c'est la seule qui a un pentamère et qui a une forme un peu différente des autres. Du coup c'était l'immunoglobuline M. Pour celle-ci, du coup, là, on voyait que c'était pas une immunoglobuline, mais que c'était l'M. On va bien ici le faire au milieu. Et ici, molécule 5, du coup, chaîne epsilon, donc immunoglobuline E. Et la dernière, là, pareil, c'était une à connaître où on voit pas trop les chaînes. Ah, si, on le voit là, chaîne alpha. Et donc, du coup, c'était l'immunoglobuline A. Donc maintenant, on faisait les molécules de la glycolyse. Donc ici, vous aviez plusieurs molécules à retrouver et à savoir l'effet qu'elles ont dans la glycolyse. Donc du coup, premièrement, on parlait du fructose 1,6-biphosphate. Donc on sait que sa synthèse, elle se fait à partir du fructose 6-phosphate dans la réaction 3 de la glycolyse grâce à la phosphofructokinase. Et que ce dernier reçoit une greffe d'un atome de phosphore à partir de l'hydrolyse de l'ATP qui fait cette réaction une réaction irréversible. Donc du coup, on pouvait relier au fait que c'était cette molécule et que du coup, sa production est permise par une hydrolyse de l'ATP, qu'elle intervient dans une réaction irréversible et qu'elle est obtenue grâce à une kinase, la phosphofructokinase. Maintenant, le phosphoénol pyruvate. Donc on sait que sa synthèse, elle se fait à partir du 2-phosphoglycérate dans la réaction 9 de la glycolyse grâce à l'énolase. Et dans la réaction 10, son groupement phosphate sera transféré. Cela permettra la synthèse d'une molécule d'ATP. Donc cette réaction est encore irréversible. Du coup, là, on pouvait relier cette molécule au phosphoénol pyruvate et aux 3 faits suivants qu'on a résumés dans les 2 phrases précédentes. Pour le dihydroxyacétone phosphate, on sait que sa synthèse se fait dans la réaction 4 à partir du clivage du fructose 1,6-biphosphate et qui du coup il est clivé en 2 sucres à 3 carbones, donc c'est le dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et on sait qu'il y a seul le glycéraldéhyde 3-phosphate qui après va être utilisé dans la glycolyse. C'est pourquoi que
le dihydroxyacétone phosphate qui va pouvoir être isomérisé en glycéraldéhyde 3-phosphate dans la réaction 5 puisqu'on veut du glycéraldéhyde 3-phosphate pour la glycolyse. Du coup, on pouvait dire que c'était le dihydroxyacétone phosphate et qu'il n'était pas consommé dans la glycolyse. Le glucose 6-phosphate, du coup, sa synthèse elle se fait à partir du glucose dans la réaction 1. Et ce dernier est phosphorylé par une glucokinase dans le foie ou par une exokinase dans les autres cellules. Et cette phosphorylation elle nécessite une hydrolyse de l'ATP comme nombreuses phosphorylations. Et du coup, c'est encore une réaction irréversible. En fait, il faut savoir que dès qu'on a une hydrolyse de l'ATP, la réaction va être irréversible. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas rephosphoryler comme ça l'ATP. Donc du coup, hop, c'était cette molécule-là. Et du coup, on pouvait lui attribuer 4 de ces faits. Le pyruvate, donc sa synthèse, elle se fait à partir du phosphoénol pyruvate dans la réaction 10 de la glycolyse grâce à la pyruvate kinase. Cette réaction, elle permet de produire une molécule d'ATP, elle est irréversible. Il s'agit de la réaction finale de la glycolyse. Puis par la suite, il sera métabolisé pour produire plus d'ATP. Mais on n'est plus dans le cadre de la glycolyse. Du coup, c'était cette molécule-là et on pouvait lui attribuer 6 faits qui étaient ceux-là. Pour le 3-phosphoglycérate, sa synthèse elle se fait à partir du 1,3-biphosphoglycérate dans la réaction 7 de la glycolyse grâce à la phosphoglycérate kinase. Et du coup, ce dernier transfère un groupement phosphate qui permet la production d'une molécule d'ATP. Puis après, il est transformé en 2-phosphoglycérate dans la réaction 8. Puis en fait, on obtenait tout cela. Donc tout vous est détaillé étape par chaque composé. Et à la fin, on obtenait ça. Et maintenant, on faisait les molécules de la néoglucogénèse. Donc du coup, ici, on avait des réactions et il fallait donner le réactif et le produit. Et ici, il fallait donner les enzymes qui étaient en jeu. Donc là, on voit que c'est le fructose 1,6-biphosphatase. Du coup, qui va être mis en jeu? Le fructose 1,6-biphosphate. Et du coup, vu qu'il y a phosphatase, ça va enlever un phosphate. Et du coup, on obtiendra du fructose 6-phosphate. Tac et tac. Pareil ici, du coup, on voit glucose 6-phosphatase, donc ça va être le glucose 6-phosphate qui va perdre un phosphate et qui va devenir le glucose. Et du coup, ici, on sait que le pyruvate, grâce à la pyruvate carboxylase, va se changer en oxaloacétate qui va donner le phosphoénol pyruvate par la phosphoénol pyruvate carboxykinase. Puis ici, il fallait faire correspondre chaque molécule à son nom. Du coup, ici, c'était le fructose 6-phosphate, puisqu'on voit qu'ici, on a bien notre molécule de fructose avec un phosphate sur le carbone 6. Et ici, du coup, on pouvait voir qu'on avait la même molécule, sauf qu'ici, on avait 2 phosphates sur le 1 et le 6. Du coup, ça faisait le fructose 1,6-biphosphate. Et ici, pareil, on pouvait voir qu'on avait 2 fois la même molécule, mais qu'ici, il y avait un phosphate sur le carbone 6, donc c'était le glucose 6-phosphate. Et qu'ici, on n'avait pas de phosphore, donc du coup, c'était le glucose. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve ensemble pour corriger l'exercice 1 donc qui était de la thermo. Alors, donc on va regarder ensemble, on avait 5 réactions différentes. Sur certaines réactions, on nous donnait l'enthalpie de formation standard, l'enthalpie standard, sur d'autres l'entropie standard, et après sur d'autres on avait les enthalpies standards de formation des composés. Donc ça c'est les données qu'on avait. Et donc après on avait différentes questions, on va y répondre ensemble. La première question c'était déterminer si la réaction 5, est-ce qu'elle est exothermique dans le sens direct ou pas. Donc pour ça, il faut calculer l'enthalpie standard de la réaction 5. On l'a pas dans les données, donc il faut le calculer. Vous savez pour cela qu'il existe 2 méthodes. Du coup, on va détailler les 2 méthodes pour que tout le monde puisse bien comprendre la correction en fonction de la méthode qu'il utilise. Et pour faciliter la résolution, on va attribuer une couleur à chaque élément des réactions. C'est plus visuel, ça permettra peut-être à certains de mieux comprendre. Donc c'est ce que j'ai fait ici, donc vous avez des couleurs pour tous les éléments. On va commencer par la méthode 1, c'est celle où on va chercher à équilibrer les éléments comme dans la réaction 5. Donc on va combiner les réactions intermédiaires, on va les mélanger pour obtenir la réaction 5. Donc la réaction 5 c'est celle-ci. Donc on voit qu'on aura besoin d'obtenir 2 C2H4, 2 H2O et 2 H2 en réactif, et qu'on aura aussi besoin de 4 CH4 plus 1 O2 en produit.
Donc maintenant, on va chercher dans les réactions intermédiaires, donc celles que l'on a ici, où est-ce qu'on retrouve les composés dont on a besoin. On voit qu'on retrouve le C2H4 uniquement dans la réaction 1. Le H2, on le retrouve dans plus de réactions intermédiaires, on le retrouve dans la 1, la 3 et la 4. Le H2O, on le retrouve uniquement dans la 3 et la 4. Le CH4, on le retrouve uniquement dans la 3. Et l'O2, c'est un peu comme l'H2O, on le retrouve beaucoup, on le retrouve dans la réaction 1, la réaction 2 et la réaction 4. Donc, quand on va combiner certaines de ces réactions, on va obtenir la réaction 5. Donc, il faut trouver comment est-ce qu'on les combine. Par contre, du coup, l'objectif, ça va être que tous les composés qui sont non présents dans la réaction 5 et qui sont dans nos réactions intermédiaires, ils s'annulent. Donc pour ça, il va falloir magouiller un petit peu. Et on va pouvoir retourner certaines réactions. Et on va pouvoir les coefficienter en prenant 4 fois la réaction 1, par exemple. Donc moi, je vous conseille de commencer par les éléments les plus rares dans les réactions. C'est-à-dire que dans la réaction 1, par exemple, on voit qu'on a le C2H4 et c'est la seule réaction dans laquelle on le trouve. Donc on va commencer par s'intéresser à lui parce qu'il est facile à équilibrer, on n'aura pas à l'annuler, on n'a pas de risque de le surajouter en utilisant une autre réaction, etc. Donc on voit que là, dans cette réaction 1, la réaction intermédiaire 1, le CH2H4, il est dans les produits, alors que dans la réaction 5, c'est un réactif. Donc déjà, on sait qu'il va falloir inverser notre réaction pour passer C2H4 en réactif. Ensuite, on remarque aussi que dans la réaction intermédiaire 5, il a un coefficient 2. Donc il va falloir qu'on prenne 2 fois la réaction 1 pour obtenir 2C2H4 comme dans la réaction 5. Donc on obtient la réaction suivante une fois qu'on l'a retournée et multipliée. Ensuite, on va s'intéresser au CH4. Donc dans la réaction 3, qui est celle-ci, comme dans la réaction 5, c'est un produit, donc on n'aura pas besoin de la retourner. La seule différence, c'est les coefficients stoichiométriques, puisqu'on en a un seul dans la réaction 3, mais par contre, on en a 4 dans la réaction 5. Donc on va prendre 3 fois la réaction 4. On obtient donc cette réaction-là, on fait bien attention à multiplier tous les coefficients par 4. Donc là, on peut faire un état des lieux à peu près de ce qu'on a trouvé en combinant les deux réactions qu'on a pour le moment. Donc lorsqu'on les combine, on donne cette grande réaction-là. Si on la simplifie, par exemple, on peut virer les 4 CO2. On peut simplifier légèrement les H2, etc. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus lisible et plus court, c'est celle-ci. Et donc, on voit qu'il nous reste encore à nous occuper des H2, des H2O et de O2, comparé à la réaction 5 qu'on veut obtenir. Et on n'a pas encore regardé les réactions intermédiaires 2 et 4. Sauf que, on remarque que la réaction intermédiaire 2, c'est la seule qui contient du carbone. Pour rappel, la réaction intermédiaire 2, c'est celle-ci, carbone plus O2, qui donne CO2. Donc, c'est la seule qui contient du carbone. Et on n'a pas de carbone dans la réaction 5. Sauf que si c'est la seule qui a du carbone, on ne pourra pas l'annuler en utilisant une autre réaction. Donc on choisit pour le moment de ne pas s'intéresser à la réaction intermédiaire 2, on va probablement pas du tout s'y intéresser. Du coup, par défaut, on s'intéresse à la réaction intermédiaire 4. On remarque tout d'abord que dans la réaction intermédiaire 4, il y a 2 H2O du côté des réactifs. Ça, c'est ce qu'on veut. Pour le moment, on en a 8 du côté des produits, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'on arrive à obtenir 2 du côté des réactifs en partant de 8 du côté des produits. Donc pour ça, on va ajouter 10 H2O du côté des réactifs. Ils vont se simplifier avec les 8 du côté des produits, puisque si j'en consomme 10 et que j'en produis 8, au final, on n'en consomme que 2. Donc on retourne la réaction 4 et on la multiplie par 5 pour obtenir nos 10 H2O, puisqu'il n'y en avait que 2 dans la réaction 4 initialement. On peut maintenant ajouter cette réaction à ce que l'on a trouvé tout à l'heure, quand on a combiné les réactions 1 et 3. Et si on ajoute et qu'on simplifie, on tombe sur cette réaction-là, qui correspond bien à la réaction 5. Donc, là, on va résumer nos opérations pour pouvoir calculer notre enthalpie. On a retourné et multiplié par 2 la réaction intermédiaire 1. Donc, on a fait moins 2 fois la réaction 1. On a fait 4 fois la réaction 3. Et on a fait moins 5 fois la réaction 4. On peut donc dire que la réaction 5, c'est moins 2 fois la réaction 1, plus 4 fois la réaction 3, moins 5 fois la réaction 4. Donc, on en déduit que l'enthalpie standard de la réaction 5, ça va être moins 2 fois l'enthalpie standard de la réaction 1, plus 4 fois l'enthalpie standard de la réaction 3, moins 5 fois l'enthalpie standard de la réaction 4. Dans nos données, on connaissait déjà ΔH03 et ΔH04, mais on ne connaît pas l'enthalpie standard de la réaction 1. On va donc devoir la calculer.
sauf qu'on connaît l'enthalpie standard de formation de certains des composés de la réaction 1. Donc on va pouvoir utiliser la loi de Hess qui dit que l'enthalpie standard d'une réaction, c'est la somme des enthalpies standards de formation des produits moins la somme des enthalpies standards de formation des réactifs. Donc, on applique ça à notre réaction. Il faut toujours bien faire attention aux coefficients stoichiométriques. C'est un gros piège en thermo, il faut bien penser à y faire attention. Notre réaction 1, c'est celle-ci. Donc, son enthalpie, ça sera l'enthalpie là. Ok. On sait que l'enthalpie standard d'un corps pur est nulle. On voit qu'on a deux corps purs, O2 et H2, donc leurs enthalpies standards de formation vont être nulles. Donc on peut les enlever. On va donc obtenir ceci, puisqu'on connaît celle de C2H4 et celle de CO2, on obtient ce calcul-là et on obtient une enthalpie standard de formation, une enthalpie standard de 602,1 kJ par mol pour la réaction 1. On peut donc calculer l'enthalpie de la réaction 5 puisqu'on a toutes les données. On fait bien attention à reprendre donc les coefficients qu'on a utilisés quand on a micmaqué les réactions ensemble et on obtient une enthalpie standard pour la réaction 5 à 579,0 kJ par mol. On voit que cette enthalpie-là, elle est positive. On en déduit donc que la réaction, elle est endothermique dans le sens direct et non exothermique. Pour être exothermique, il aurait fallu une enthalpie négative. Donc ça, c'était la méthode 1, c'est celle que vous détaille le professeur Trouillas. Ensuite, il y a une deuxième méthode dans laquelle on cherche à isoler les enthalpies de tous les composés de la réaction 5 à partir des réactions intermédiaires. Ok. On sait déjà que l'enthalpie de formation standard d'un corps pur, elle est nulle. Donc on va pouvoir déjà savoir que certaines enthalpies sont nulles. Par exemple, l'enthalpie standard de formation de H2 ou de O2. On sait qu'elles sont nulles puisque ce sont des corps purs. On va chercher où est-ce qu'on peut trouver les enthalpies des composés qui sont présents dans la réaction 5. On voit par exemple, comme on a fait dans la méthode 1, C2H4 c'est dans la réaction intermédiaire 1. Mais celui-là on l'a déjà, donc on ne va pas avoir besoin de faire de calcul. On sait qu'elle est égale à moins 184,9 kJ par mol. On voit qu'on a l'enthalpie standard de H2 dans les réactions 3 et 4, et qu'on a l'enthalpie standard, qu'on retrouve le composé CH4 dans la réaction 3. On va donc commencer par chercher l'enthalpie standard de formation de l'eau, H2O. Donc on va se servir de la réaction 4, pourquoi? Et pas de la réaction 3. En fait, vous voyez que dans la réaction 3, il y a deux autres composés pour lesquels on ne connaît pas les enthalpies. CO2, on l'a dans les données, mais par contre, CH4, on ne la connaît pas. Ça nous fait deux inconnus, c'est trop compliqué. Du coup, on va prendre la réaction 4, puisque les deux réactifs sont des corps purs, donc leurs enthalpies standard de formation sont égales à 0, donc c'est plus simple. On reprend la loi de Hess que je vous ai énoncée tout à l'heure. On l'applique en sachant qu'on connaît delta H04. On sait que ces deux valeurs-là de H2 et de O2 elles sont nulles puisque ce sont des corps purs. Donc on en déduit qu'on va avoir un delta H4 qui est égal à 2 fois l'enthalpie standard de formation de l'eau. Donc on isole en faisant passer le coefficient 2 sous le H, l'enthalpie standard de la réaction 4. Et ensuite, on fait notre petit calcul et on trouve une enthalpie standard de formation pour l'eau est égale à 84,8 kJ par mol. Donc, on peut maintenant chercher à déterminer celle de CH4. Pour cela, on va prendre la réaction 3 puisque c'est la seule réaction dans laquelle on le retrouve. On reprend toujours la même loi de Hess, c'est un fondamental dans la thermo, on l'utilise tout le temps, il est important de bien la connaître. On l'applique à notre réaction en faisant toujours attention aux coefficients stoichiométriques, et donc on trouve ceci. On isole l'enthalpie standard de formation du CH4. Je ne vous le détaille pas, sinon la correction va être hyper longue. Ensuite, on cherche qu'est-ce qu'on connaît déjà. On connaît l'enthalpie standard de la réaction 3. L'enthalpie standard de formation de l'eau, on vient de la calculer. L'enthalpie standard de formation du CO2 qui est dans les données. Du coup, on sait aussi que l'enthalpie standard de formation de l'H2, elle est nulle puisque l'enthalpie standard de formation d'un corps pur est nulle. On peut donc calculer l'enthalpie standard de formation du CH4. On remplace par toutes nos valeurs et on trouve 94,7 kJ par mol. Maintenant, on a toutes les données. On peut calculer l'enthalpie standard de formation de la réaction 5, toujours avec la loi de Hess. On écrit la loi de Hess pour notre réaction 5 et on remplace par nos valeurs. Toujours pareil, l'enthalpie standard de formation de O2 et de H2, elles sont nulles puisque ce sont des corps purs.
On va trouver donc une enthalpie standard de formation à 579,0 kJ par mol. C'est bien ce qu'on a trouvé avec la méthode Hum. C'est toujours supérieur à 0, donc la réaction elle est endothermique dans le sens direct et non exothermique. Question 2, on nous demandait si la réaction 5 elle était spontanée dans le sens indirect. Pour déterminer si une réaction elle est spontanée dans le sens direct ou indirect, il faut calculer son enthalpie libre standard, qu'on appelle aussi énergie de Gibbs. La formule, c'est l'énergie de Gibbs, elle est égale à l'enthalpie standard de formation moins la température en Kelvin, multipliée par l'entropie standard. On connaît toutes ces valeurs-là, puisqu'on les a soit dans les données, soit on les a calculées. Donc pour la réaction 5, on prend les valeurs que l'on a calculées, donc 579 kJ par mol pour l'enthalpie standard, 298 pour la température, puisque on a les petits zéros là à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on est dans les conditions standards, donc 25 degrés. Donc notre température en Kelvin, c'est 273 plus la température en degrés. 273 plus 25, ça fait bien 298. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'on veut, que toutes les unités soient homogènes. On a une enthalpie en kJ par mol, mais une entropie en joule par mol. On va donc passer l'entropie en kJ par mol en la multipliant par 10-3. Pardon, et ça fait donc 1234,5 fois 10-3. On trouve un delta G0 qui est égal à 211,1 kJ par mol. C'est supérieur à 0, la réaction elle est donc endergonique, ce qui veut dire qu'elle n'est pas spontanée dans le sens direct, elle est bien spontanée dans le sens indirect. Ensuite, on avait la question 3 qui portait sur la loi d'avancement que suit le nombre de moles B pour la réaction chimique lorsqu'elle se déroule en sens direct. Donc c'est la réaction 1 qui donne 2A, enfin qui part de 2A plus 2B qui donne C plus 2D. Ça, il vous faut vraiment faire attention, essayer de le comprendre parce que ça fait plusieurs années que ça tombe en partiel, une petite question sur ça, et c'est toujours des points de gagner, donc écoutez bien. Donc en fait, on nous a simplifié la réaction 1, au lieu de donner les composés, on a mis des lettres, du coup c'est la même chose. Il faut savoir que le nombre de moles de B, c'est égal au nombre de moles au temps T égale 0, moins 2 fois Xi. Xi, c'est cette lettre-là, le genre de E bizarre. On peut aussi l'écrire en remplaçant T égale 0 juste par un 0. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire pour répondre à cette question. NB, c'est le nombre de moles de l'élément B. NB au temps 0, c'est le nombre de moles de l'élément B au temps 0, soit avant que la réaction commence. Moins 2 Xi, c'est l'évolution du nombre de moles du composé B au cours de la réaction. En gros, quand on regarde notre réaction dans le sens direct, on s'intéresse à ce qui se passe. On voit que B, dans notre réaction, ici, c'est un réactif. Ça veut dire qu'il va être consommé au cours de la réaction. Ça veut donc dire qu'il y aura moins de nombre de moles de B au fur et à mesure qu'on avance dans la réaction. Le fur et à mesure qu'on avance dans la réaction, ça représente ce Xi-là. En gros, c'est où est-ce qu'on est dans la réaction. On le coefficiente par un 2 parce qu'il y a 2 moles de B qui sont consommés à chaque fois que la réaction se produit, et on met un moins puisqu'ils sont consommés. Donc si ça avait été un produit, qu'on gagnait de la quantité de matière, on aurait mis un plus. Là c'est un réactif, il est consommé, donc on met un 2 multiplié par Xi, qui est l'avancement de la réaction. Où est-ce qu'on est dans la réaction? Ok, donc mettons, si on a avancé, la réaction s'est produite 18 fois, et bien l'avancement, ça nous fera donc le nombre de moles de B au départ. On enlève moins 2 fois 18 puisqu'elle s'est produite 18 fois. Donc c'est le nombre de moles de B qu'on avait au départ, auquel on enlève 36 moles de B puisqu'il y en a 36 qui ont été consommés. C'est ça que ça veut dire en fait. Et du coup, c'est bien NB est égal à NB0 moins 2 Xi puisqu'on a 2, etc. Enfin, voilà, j'espère que vous avez compris. On va pouvoir passer à la question 4, où là, il fallait définir la loi de la vitesse Vt de la réaction 1 lorsqu'elle se déroule en sens direct pour toute la réaction. Donc c'est bien d'avoir compris ce qu'on a fait à la question d'avant, puisqu'en fait, on va le reprendre en une partie. Donc là, je vais vous détailler étape par étape la démonstration du cours qui est hyper compliquée. Il faut savoir que on appelle loi de vitesse la relation mathématique Vt est fonction de la concentration. Donc là, on prend notre réaction 1, qui est celle-ci, et on va déterminer le nombre de moles de chaque composé. C'est ni plus ni moins ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc on le connaît, on a déjà la démarche. Faut bien faire attention aux coefficients stoichiométriques. Si un composé est un réactif, on enlève des moles à la quantité initiale, puisqu'il sera consommé.
Et par contre, si c'est un produit, on va ajouter, on va mettre un plus, puisqu'on va ajouter un nombre de moles au fur et à mesure que la réaction se produit. On aura plus de ce produit-là, puisque la réaction, elle se produit. Et qu'il est produit pendant la réaction. Ça fait beaucoup de produits. On obtient donc NH2 est égal à NH2 autant 0 moins 2 fois l'avancement. 2 parce qu'il a un coefficient stoichiométrique, moins c'est un réactif. CO2 c'est ni plus ni moins que celui qu'on a fait tout à l'heure de mémoire. Du coup, voilà. Et là, ce qui change, c'est que ici c'est un produit de la réaction, donc on écrit la même chose avec un plus. Ça y est qu'une fois, donc plus que si. On n'a pas besoin de mettre de coefficient. Par contre, pour l'O2, plus 2 parce que il y a le coefficient 2. Donc, d'après ce qu'on a dit, moins 2 xi ou moins n'importe quel chiffre xi ou plus xi correspond à la variation du nombre de moles, ici du composé H2, en fonction de l'avancement de la réaction. On peut donc noter ça dn à H2, puisque le dn, ça va vouloir dire qu'on a une variation. Donc la variation elle peut être positive comme négative, c'est une variation de la quantité de moles. Donc on peut employer cette même notation pour tous les composés en mettant plus dn le composé. Ça remplace le plus de xi, le plus xi, moins de xi, etc. C'est là, ça va être la variation propre à la quantité de matière, donc au nombre de moles de chaque composé. On en déduit donc d'après ce qu'on a dit que dNH2 c'est moins 2 xi, puisque on a dit que l'avancement, enfin la variation du nombre de moles de H2 c'est moins 2 xi, etc. pour les 4 composés de la réaction. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on cherche à déterminer, c'est une vitesse de réaction. Donc ça revient en fait à étudier l'évolution des concentrations des différents composés en fonction du temps. Et c'est cette notion-là qui est compliquée parce que dans l'imaginaire collectif, on ne relie pas une concentration à une vitesse. La concentration, c'est une distance sur un temps, et on n'a pas notion de... Enfin, la vitesse, c'est une distance sur un temps, on n'a pas de notion de concentration. Il faut s'imaginer que la concentration elle peut intervenir dans la vitesse. Tout simplement, enfin c'est pas si simple que ça, si on a une consommation par seconde, et bien c'est une vitesse, parce que si on a par exemple 3 moles qui sont consommés par seconde, c'est une vitesse. Et bien ça on peut le lier à la concentration en disant qu'on a 3 moles par litre qui sont consommés par seconde, par minute ou par ce que vous voulez. Si on a une consommation par une unité de temps, c'est une vitesse. Donc si on a par exemple, pour illustrer, un composé A à concentration initiale de 10 moles par litre, 2 secondes plus tard, on a une concentration de 4 moles par litre. Ça veut dire qu'en 2 secondes, on a 6 moles qui ont été consommés. 6 moles par litre même. Donc, on peut dire qu'on a une vitesse de consommation qui est de 3 moles par litre par seconde, puisque on a 6 moles par litre consommés en 2 secondes, 6 sur 2, 3, ça fait 3 moles par litre par seconde. Mais ça, c'est une vitesse, puisque c'est par seconde. Donc, on peut en déduire une formule de V, vitesse, est égale à une concentration sur un temps. C'est ce que l'on va chercher à déterminer pour la réaction. On va donc exprimer les variations de moles des réactifs et des produits en fonction du temps. Sauf que comme on a fait intervenir un dn, une variation, on fait intervenir une dérivée de temps. Ça, c'est des c'est des lois mathématiques et des règles mathématiques que vous avez dû voir en UE4, enfin en ME4, anciennement en UE4. Donc, ça va nous faire, on va diviser par la dérivée du temps à chaque fois. Donc, dNH2 sur dt, qui est égal à moins 2 dxi sur dt. On fait aussi apparaître la dérivée ici, puisqu'on va diviser par la dérivée du temps. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour vous, mais comme on a une dérivée ici, pour signifier la variation, on va faire intervenir une dérivée de temps, pour rester homogène. Sauf qu'on a dit que dNH2 c'est égal à moins 2 xi, sauf que si je divise par la dérivée du temps, comme je le fais ici, ben, il me faut faire intervenir la dérivée là aussi. Donc je fais ça pour tous mes composés. J'obtiens tout ça. Sauf que maintenant, on cherche à obtenir une concentration. C'est bien beau, mais là, pour l'instant, j'ai une variation de nombre de moles sur un temps. C'est pas une concentration sur un temps comme on en a besoin pour la démonstration. Donc, on a un nombre de moles, une variation de nombre de moles. Mais si je divise la variation du nombre de moles par le volume, parce que C est égal à N sur V, eh bien, je vais obtenir une concentration. Une variation de concentration même, pour être plus précis. C'est ce que je vais faire. Je vais donc diviser par le volume tous mes composés. Enfin, ma concentration, ma variation de concentration.
Si je divise par le volume, en fait, ça revient à multiplier par l'inverse du volume, donc 1 sur le volume. Donc je multiplie mes deux côtés par 1 sur le volume, et donc après je peux simplifier ici en virant la notion de volume, mais en faisant intervenir la concentration, ici avec le composé entre crochets. Donc j'obtiens une variation de concentration sur un temps. C'est donc une vitesse, c'est la vitesse de ma réaction, la vitesse de consommation ou de production du composé en question. Je divise bien évidemment aussi à côté là où j'ai le xi, puisque c'est la même chose. Si je fais quelque chose sur un membre, il faut le faire sur l'autre, c'est des propriétés mathématiques. Et donc ensuite, j'ai juste à mettre tout ça dans une même équation et je vais obtenir ma vitesse de réaction. La vitesse de réaction, c'est donc ceci. Alors là, comment vous l'expliquer en restant clair, parce que c'est compliqué, nous aussi on galère un peu sur ces notions-là. En gros, Vt, il faut se dire que c'est égal à 1 sur le volume d'xi dt. En gros, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On sait que la variation de volume, enfin, comment dire, la variation de ma concentration, la variation de ma quantité de mol même, ma variation de quantité de mol, c'est égal à dxi, ou xi. Sauf que je veux ma variation de concentration. Donc comme on a dit, on divise par le volume. Donc dxi sur le volume, ça correspond, en fait, c'est égal au dn concentration du composé. Et donc, il me faut, pour écrire que c'est égal, il faut que tout soit égal. Sauf que là, c'est pas du tout égal. Puisque dn de C2H4, c'est pas le même que dn de O2, puisque O2 n'avait pas de coefficient stoichiométrique, O2 avait un coefficient stoichiométrique de 2, alors que C2H4 n'en avait pas. Donc, pour que ce soit homogène, il me faut assimiler tout, faire en sorte que tout soit égal à 1 sur V, facteur de dxi sur dt. Pour ça, en fait, je fais bifurquer mes trucs. Cette partie-là du milieu, on s'en fiche. Il vous faut imaginer que vous avez 1 sur V dnh2 sur dt qui est égal à moins 2 sur V dxi sur dt. Moi, je veux obtenir que c'est égal à 1 sur V dxi sur dt. Donc, il me faut virer ce moins 2 là. Comment je vire ce moins 2 là? Je divise par moins 2, comme c'est un facteur, le moins 2. Du coup, ça me fait moins 1 sur moins 2V dn h2 sur dt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va corriger l'exercice numéro 2. Donc, on commençait par une partie 1 où on vous donnait ce tableau de valeurs et il fallait répondre à une série de questions en commençant par l'ordre de la réaction. Donc, pour déterminer l'ordre de la réaction, on se rappelle qu'il faut utiliser les formules de l'ordre 1 pour calculer un K1 et un K2, regarder s'ils sont constants, c'est-à-dire si K1 est égal à K2. Si ce n'est pas le cas, on va faire la même chose avec les formules de l'ordre 2 et on doit trouver normalement un K1 est égal à K2. On fera attention à convertir le temps en secondes et les concentrations en mol par litre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous aviez ici donc les formules de l'ordre 1, Kt est égal à ln de A0 sur A. On va essayer de calculer K, donc on isole K. Ça fait K est égal à ln de A0 sur A sur T. Et on va le tester pour deux valeurs de temps. T est égal à 0,4 heures et T est égal à 1 heure. Et on va pouvoir calculer un K1, ici à 1,4 fois 10-4 secondes moins 1, puisqu'on est dans une réaction d'ordre 1, on a des secondes moins 1. Et pour T à 1 heure, on a K2 est égal à 1,2 fois 10-4 secondes moins 1. Donc là, ça apparaît pas très constant. On va, pour vérifier, faire la même chose pour l'ordre 2. Donc pour l'ordre 2, la formule c'est Kt est égal à 1 sur A moins 1 sur A0. On va tester pour les mêmes temps. T est égal à 0,4 heures. On obtient un K1 est égal à 4,3 fois 10-2 litres par mol par seconde. D'accord ? Les litres par mol par seconde étant les unités de la constante de vitesse dans l'ordre 2. Et on fait la même chose pour T est égal à 1 heure et on obtient un K2 qui est égal à 4,3 fois 10-2 litres par mol par seconde. Et donc ici, on a un K1 qui est égal à un K2. Et
c'est pour ça qu'on pourra dire que la réaction étudiée est d'ordre 2 et pas d'ordre 1. Donc ensuite, la question 2, c'était de donner la valeur de la constante de vitesse K en litres par mol par heure. Donc vous aviez trouvé en question 1 sa valeur en litres par mol par seconde. Et en fait, le but du jeu, ça va être de la passer en litres par mol par heure. Donc la question, c'est comment je passe de cette valeur-là à donc, une autre valeur en litres par mol par heure. La façon la plus simple de le faire, et c'est comme ça qu'on va le corriger, c'est qu'on va essayer d'isoler le terme donc seconde pour pouvoir le convertir en heure et obtenir donc un résultat en litres par mol par heure. Donc ici vous avez K est égal à 4,3 fois 10 moins 2 litres par mol par seconde, qui équivaut à 4,3 fois 10 moins 2 litres par mol divisé par des secondes. D'accord ? Des secondes moins 1, c'est comme 1 sur S. Et ensuite, on va essayer de transformer ce terme S en heure. Donc, combien une seconde vaut d'heure. Donc ici, vous faites vous pouvez le savoir directement, ou bien pour être sûr, faire un tableau de proportionnalité. Vous savez qu'une heure est égale à 3600 secondes. Et donc, pour savoir combien une seconde vaut d'heure, voilà, vous faites 1 divisé par 3600. Et donc, voilà, une seconde est égale à 1 sur 3600 heures. Et on va remplacer 1 sur 3600 heures à la place des secondes, d'accord ? Donc ça va me donner ça. Ensuite, vous savez que 1 sur 3600 est égal à 3600, comme ici. Donc, en fait, le 3600, on va pouvoir le passer au numérateur. Donc, j'obtiens ça sur des heures. Et donc, 3600 fois 4,3 fois 10 moins 2 litres par mol sur des heures, ça me donne tout simplement 3600 fois 4,3 fois 10 moins 2 litres par mol par heure. Et donc, ce qui va me rester à faire, c'est calculer ce terme-là. Donc, en fait, quand on calcule, ça nous donne K est égal à 154,8 litres par mol par heure. Ensuite, question 3, on vous demandait le temps de demi-réaction. Est-ce qu'il est indépendant ou dépendant de la concentration initiale et de le calculer. Donc, on rappelle que le temps de demi-réaction, dans le cas d'une réaction d'ordre 2, se définit de la façon suivante, avec T1 demi est égal à 1 sur K fois 0, la concentration initiale. Donc, effectivement, T1 demi est dépendant de la concentration initiale. Ensuite, on va le calculer. Donc, vous mettez T1 demi est égal à 1 sur K, 4,3 fois 10 moins 2, fois la concentration initiale, 3,50 fois 10 moins 3. Et ça nous donne donc 6644,5 secondes. Donc, pour que ce soit plus lisible, on va essayer de le convertir en heures et en minutes. Vous faites 6644,5 secondes sur 3600 pour avoir un résultat en heures. Ça vous donne 1,88 heures. C'est égal à 1 heure plus 0,88 fois 60 pour l'avoir en minutes. Et donc 1h51 minutes. Ici, on vous expliquait qu'on peut garder le K en litres par mol par heure, c'est-à-dire 154,8, pour obtenir directement un résultat en heures et donc le convertir plus facilement en 1h51 minutes. Question 4, on vous demandait de remplir le tableau avec les valeurs manquantes. Donc on vous demandait ici une concentration qui correspond à un temps de 0,1 heure. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous avez votre formule d'ordre 2 et le but du jeu, ça sera d'isoler le terme A puisqu'on cherche une concentration. Donc je vous passe la démonstration. On sait que A est égal à 1 sur KT plus 1 sur A0. Donc en faisant l'application numérique, ici vous avez donc 4,3 fois 10 moins 2 qui correspond à K, 0,1 fois 3600 qui correspond au temps qu'on a converti en secondes puisque le K est en litres par mol par seconde. Et ensuite vous avez donc 1 sur A0 qui correspond à 3,50 fois 10 moins 3. Et on obtient 3,32 millimoles par litre, donc on va remplir dans le tableau. Ici, on vous explique aussi que pour aller plus vite, on pouvait utiliser K en litres par mol par heure, donc 154,8. Comme ça, le temps, 0,1, on n'a pas besoin de le multiplier par 3600 puisqu'il est directement en heure et on obtient donc le bon résultat, 3,32 millimoles par litre. Ensuite, on vous demandait donc de calculer le temps qui correspond à une concentration de 2,12 millimoles par litre. Et donc, vous utilisiez la même formule. Par contre, ici, vous isoliez le temps. Donc ça fait 1 sur A moins 1 sur A0 sur K. Donc on fait l'application numérique et on obtient 4325,2 secondes qu'on convertit, comme on l'a fait tout à l'heure, et ça donne 1h12 minutes. Donc ici, comme dans le tableau, il fallait remplir en heures, on note 1,2. Ensuite, en partie 2, donc vous aviez comme donnée une courbe ici, semi-logarithmique, qui est donc décroissante.
Donc c'est une droite linéaire, affine. Et en fait, ça, c'est caractéristique de la réaction d'ordre 1. Donc dès que vous voyez ça, semi-logarithmique parce que vous avez des logarithmes en ordonnée, mais pas de logarithme en abscisse, vous avez une réaction d'ordre 1, avec une pente qui est égale à moins k. Donc ici, on vous demandait de calculer k. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de calculer la pente. Donc la pente, c'est delta y sur delta x. Et pour la calculer, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'identifier deux points sur notre courbe, ici A et B, avec A comme coordonnée 0, 3, et B comme coordonnée, donc 6000, 0. Donc on fait le calcul de cette pente. YB est égal à 0, YA est égal à 3, XB est égal à 6000, XA est égal à 0. Et on obtient un résultat de moins 5 fois 10 moins 4, qui est égal à moins k. On rappelle que pente est égal à moins k. Ici, vous avez bien, normalement, une pente qui est négative, puisque vous voyez bien que la courbe, elle est décroissante. C'est pour ça que, comme pente est égale à moins k, k sera toujours positif. Et donc, on obtient, donc k est égal à moins pente, est égal à, est égal à plus 5 fois 10 moins 4, seconde moins 1. Seconde moins 1 parce qu'on est dans une réaction d'ordre 1. Ensuite, on vous demandait de calculer la concentration initiale. Donc, on sait que la concentration initiale, c'est la concentration du réactif au temps t est égal à 0. Donc, sur la courbe, temps est égal à 0, c'est ici. Et donc, on observe qu'il s'agit du point A. Au niveau du point 1, on peut dire que ln de A0 est égal à 3, l'ordonnée est égale à 3. Et donc, pour essayer de calculer A0, on va utiliser la réciproque du logarithme, qui est l'exponentielle. Vous faites donc E de chaque côté, et vous obtenez A0 est égal à exponentielle de 3, soit 20,1 mol par litre. Enfin, on vous demandait au bout de combien de temps 75% du réactif sera consommé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, je vais essayer d'isoler comme je veux ma formule d'ordre 1. Je veux calculer un temps, donc j'isole le temps. Ensuite, on va se demander qu'est-ce que ça signifie 75% du réactif sera consommé. Donc, ça veut dire que 75% de la concentration initiale sera partie, disparue. Autrement dit, qu'il restera 25% de la concentration initiale. Donc, que A est égal à 0,25 fois 0. Et donc, en fraction, ça se caractérise par A sur A0 est égal à 0,25. Donc ça va m'aider parce que du coup, ici, je vais mettre 0,25. Donc, je fais mon application numérique, j'obtiens 2772,6 secondes que je convertis, qui me donne 46 minutes et 13 secondes. Et voilà, du coup, j'ai mon résultat. Donc ici, en partie 3, vous aviez un tableau à compléter. Je ne vais pas le détailler, donc voilà, vous avez les réponses ici. Et vous l'aurez dans la correction aussi. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de la correction. À bientôt. Bonjour à tous, donc du coup on se retrouve pour le dernier exercice de ce TD numéro 6. Donc c'était un exercice qui comportait deux parties, la partie 1 sur l'équilibre acido-basique et la deuxième partie sur l'oxydoréduction. Donc du coup dans la première partie on s'intéressait à de l'acide borique qui réagit dans de l'eau. Donc on nous donnait le Ka du couple, la concentration en AH et la concentration en A-. Donc la première question, c'était calculer la concentration en ion H3O+, et en déduire le pH. Du coup, pour trouver cette concentration, on va utiliser la formule du Ka. Donc la formule du Ka, pour une réaction acido-basique faisant intervenir l'eau, elle s'exprime comme ceci. Donc Ka est égal à la concentration en base fois la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration en acide. Donc nous, on cherche la concentration en ion H3O+, donc on va l'isoler dans cette formule. On obtient donc H3O+, qui est égal à Ka fois la concentration en acide sur la concentration en base. Donc je vous rappelle que la concentration en acide, c'est égal à la concentration en AH, enfin acide c'est noté AH, et base on le note A-. Donc dans l'énoncé, on nous donnait ces concentrations, elles étaient en millimoles par litre, donc on pense bien à convertir en multipliant par 10-3. Donc on obtient le Ka, donc 6,31 fois 10-10, fois la concentration en acide en mol par litre, divisé par la concentration en base en mol par litre. Et donc on trouvait une concentration en ion H3O+, est égale à 5,05 fois 10-9 mol par litre. Ensuite, on peut donc en déduire le pH grâce à cette formule. Donc pH est égal à moins log de H3O+. Donc on applique avec le résultat qu'on vient de trouver juste avant, et on trouve un pH de 8,3. Question 2, du coup, il fallait calculer le pKa de ce couple avec deux méthodes différentes. Donc la première méthode, donc, qui est la plus simple, la plus directe, je pense, c'est utiliser la formule qui relie le pKa au Ka, comme le Ka il était donné dans l'énoncé.
Donc on sait que pKa est égal à moins log de Ka, et donc on applique, ça nous donne pKa est égal à moins log de 6,31 fois 10 moins 10, ce qui nous donne un pKa est égal à 9,20. Donc la méthode 2, sinon, c'est d'utiliser la relation d'Anderson-Hasselbalch et ensuite du coup d'isoler le pKa. Donc pour rappel, cette relation c'est pH est égal à pKa plus log de A-, donc la concentration en base, sur AH, la concentration en acide. On isole du coup le pKa, on fait passer du coup le logarithme de l'autre côté. Donc ça nous donne pKa qui est égal à pH moins log de A- sur AH. Et donc là, on peut simplifier un petit peu, enlever le signe moins, puisqu'on sait que moins log de A- sur AH est égal à log ou plus log de AH sur A-. Donc en fait, quand vous changez le signe ici, vous passez de moins à plus, vous inversez la fraction. Donc du coup, on se retrouve avec pKa est égal à pH plus log de AH sur A-. On applique, du coup le pH, on l'a trouvé à la question d'avant, c'était 8,3, plus log de donc AH sur A-, les concentrations étaient données dans l'énoncé. On pense bien à convertir en mol par litre, donc on fait x 10 moins 3 puisqu'elles étaient en millimoles par litre. Et on obtient du coup un pKa de 9,20 comme on a trouvé avec la première méthode. Donc ensuite, troisième question, il fallait dire si les phrases suivantes étaient vraies ou fausses. Donc l'acide acétylsalicylique, qui a un Ka est égal, enfin le Ka de ce couple, du couple comprenant l'acide acétylsalicylique, est égal à 3,16 fois 10 moins 4. On disait qu'il était plus fort que l'acide borique. Donc du coup, pour étudier la force d'un acide, soit on regarde son Ka, soit on regarde son pKa. Donc si on se sert du pKa, on sait que la force d'un acide, elle évolue de manière inversement proportionnelle au pKa. Donc, autrement dit, plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Si maintenant on se sert du Ka, on sait que la force d'un acide, elle évolue de manière proportionnelle au Ka, donc plus le Ka est fort, plus l'acide est fort. Donc, ici, on va se servir du Ka, puisqu'il était donné dans l'énoncé. Donc, le Ka, le Ka du couple de l'acide borique, il vaut 6,31 fois 10 moins 10, c'était dans les données. Et le Ka du couple de l'acide acétylsalicylique, il vaut 3,16 fois 10 moins 4, donné ici. Donc on remarque que 3,16 fois 10 moins 4 est supérieur à 6,31 fois 10 moins 10, donc c'est le Ka du couple de l'acide acétylsalicylique qui est le plus grand. Donc comme on a dit que plus le Ka est grand, plus l'acide est fort, on en déduit que cette phrase est donc bien vraie, l'acide acétylsalicylique est plus fort que l'acide borique. Donc la deuxième phrase, c'était ici l'acide borique est un acide fort. Donc en fait, plus un acide est fort, plus il sera capable de libérer des ions H+, qui seront captés par la base. Donc s'il est fort, on dira que sa dissociation est totale. Donc chaque molécule d'acide va libérer un atome H qui deviendra du coup un ion H+, et qui va se fixer à une molécule d'eau pour former un ion H3O+. Du coup, si un acide est fort, donc si toutes les molécules d'acide ont libéré un ion H+, il y aura autant de molécules d'H3O+ créées que de molécules d'acide présentes au départ. Donc si on applique un peu à notre situation, si l'acide borique est fort, sa dissociation sera donc totale et donc on aura la concentration en H3BO3 qui est égale à la concentration en ion H3O+. Donc du coup, la concentration en ion H3BO3, elle était donnée, c'est la concentration en acide. Donc du coup, elle était égale à 320 millimoles par litre. Donc on le convertit en mol par litre pour pouvoir le comparer avec l'autre concentration. Donc ça nous fait 3,1 fois 10 moins 1 mol par litre. La concentration en ion H3O+, du coup on l'a calculée à la première question, elle valait 5,05 fois 10 moins 9 mol par litre. Donc on voit bien que nos deux concentrations, elles sont différentes, et du coup l'acide borique n'est pas un acide fort puisqu'il n'est pas totalement dissocié, donc c'est un acide faible, et donc la phrase elle était fausse. La troisième phrase, la concentration en ion OH- dans la solution est de 2 fois 10 moins 6 mol par litre. Donc on sait que pH plus POH est égal à pKe qui est égal à 14. On va isoler du coup POH pour ensuite en déduire la concentration en OH-. Donc ça nous donne, on fait passer du coup le pH de l'autre côté, ça nous donne POH qui est égal à pKe moins pH.
POH qui est égal à 14 du coup puisque PKE est égal à 14, moins le pH de 8 qui est égal à 8,3, on trouve 5,7. Donc ensuite on va calculer la concentration en ion OH- grâce à cette formule. Donc POH est égal à moins log de la concentration en ion OH-. On isole du coup la concentration, ça nous donne la concentration en ion OH- qui est égale à 10 puissance moins POH. Donc on applique avec le résultat qu'on a trouvé, soit 5,7, et on trouve une concentration à 2 fois 10-6 mol par litre. Donc sinon, on pouvait aussi utiliser cette formule. Donc on sait que la concentration en ion H3O+, fois la concentration en ion OH- est égale à KE, soit 10-14. Et donc du coup, on avait directement à diviser par la concentration en ion H3O+, donc 10-14 divisé par 5,05 fois 10-9, la concentration en ion H3O+, et on trouvait bien la même chose, et donc du coup cette phrase elle était vraie. On passe à la partie 2, du coup c'était de l'oxydoréduction, donc vous avez la température donnée, donc on n'était pas dans les conditions standards, la constante de Faraday, la constante des gaz parfaits, la relation de Nernst qui vous sera donnée, elle n'est pas à apprendre, différentes concentrations et des rapports de concentration. Donc du coup, il fallait écrire les demi-réactions des deux couples suivants. Donc de manière générale, pour écrire la demi-réaction d'un couple, il y a plusieurs étapes à respecter. Il faut équilibrer les atomes autres que H et O. Donc ensuite, il faut équilibrer les oxygènes en rajoutant des molécules d'H2O côté réducteur, donc côté droit de la double liaison, de la flèche, excusez-moi. Ensuite, il faut équilibrer les hydrogènes en ajoutant des ions H+, côté oxydant, et équilibrer les charges en ajoutant des électrons côté oxydant. Donc, pour le premier couple, donc on avait MnO4- et Mn2+. Donc, on voyait que les atomes de Mn, ils sont déjà équilibrés. Il y en a un de chaque côté, donc la première étape, c'est bon. La deuxième étape, on équilibre les atomes d'oxygène. Donc on voit qu'il y a 4 atomes d'oxygène à gauche côté réducteur et il n'y en a pas à droite. Donc on va rajouter 4 molécules d'H2O côté... Pardon, je me suis trompée, excusez-moi. Il y a 4 atomes d'oxygène côté oxydant à gauche, il n'y en a pas côté réducteur, donc on va rajouter 4 molécules d'H2O à droite. Ensuite, donc on va s'intéresser aux atomes d'hydrogène. Donc on voit qu'il y en a 8 côté réducteur et donc il n'y en a aucun de l'autre côté, donc il manque 8 hydrogènes côté oxydant et donc on va rajouter 8 ions H+, côté oxydant. Ensuite les charges, donc côté gauche, côté oxydant, on voit qu'on a une charge négative, 8 charges positives, donc ça nous donne 7 charges positives, et côté droit, côté réducteur, on a 2 charges positives. Donc du coup il va falloir rajouter 5 électrons côté oxydant, donc on obtient ceci. Pour le deuxième couple, du coup, il y a un atome d'azote côté oxydant, donc ici, et il y en a 2 côté réducteur. Du coup, on va ajouter un atome d'azote côté oxydant, et du coup, ça veut dire qu'on rajoute une molécule d'HNO2. Donc, on obtient ceci. Ensuite, pour les atomes d'oxygène, du coup, on a 4 atomes d'oxygène côté oxydant, puisqu'on fait 2 fois 2, du coup. Et on a un atome côté réducteur. Donc, du coup, il manque 3 atomes d'oxygène côté réducteur, on va donc rajouter 3 molécules d'eau côté réducteur. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Pour les atomes d'hydrogène ensuite, on a 2 atomes d'hydrogène donc côté oxydant ici, et on en a 6 côté réducteur. Et du coup on va rajouter 4 ions H+ côté oxydant. Si on s'intéresse aux charges maintenant, donc on voit qu'on a 4 charges positives côté oxydant et on n'a aucune charge côté réducteur. Et du coup, on va ajouter 4 électrons côté oxydant ici à gauche pour obtenir la neutralité. Du coup, si on résume, pour le premier couple, la demi-réaction, du coup, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons qui nous donne du Mn2+, plus 4H2O. Et pour le deuxième couple, du coup, on obtient 2 HNO2 plus 4H+, plus 4 électrons qui nous donnent N2O plus 3 H2O. Donc, la deuxième question, c'était d'écrire la réaction qui se produit, du coup, entre ces deux couples. Donc, pour ceci, il va d'abord falloir équilibrer les électrons présents dans les deux demi-réactions. Donc, en fait, il faut qu'on ait autant d'électrons mis en jeu dans la réaction du couple A que dans celle du couple B, du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 4 tous les coefficients stoichiométriques de la réaction du couple A.
et multiplier par 5 tous ceux de la demi-réaction du couple B. Comme ça, on va obtenir 20 électrons dans chaque demi-réaction. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on obtient ceci, donc vous multipliez tout par 5 et par 4, on obtient 4, enfin je ne vais pas tout vous relire, voilà. Ensuite du coup, il faut qu'on utilise la règle du gamma, pour savoir quel oxydant va réagir avec quel réducteur. Donc on sait que l'oxydant du couple ayant le potentiel redox E0 le plus fort va réagir avec le réducteur du couple ayant le potentiel redox E0 le plus faible. Donc ici, l'oxydant avec le potentiel redox le plus grand, c'était le MnO4-, donc il vous était donné dans l'énoncé. Donc il valait 1,157 volts, et du coup il va réagir avec le réducteur ayant le E0 le plus faible, donc avec le N2O, son potentiel redox valait 1,31 volts. Du coup, on obtient ceci, donc on va faire la règle du gamma, et ça nous donne du coup la réaction finale, 4 MnO4- plus 32H+, plus 20 électrons, plus 5 N2O, plus 15 H2O, qui nous donne 4 Mn2+, plus 16 H2O, plus 10 HNO2, plus 20 H+, plus 20 électrons. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qu'on peut simplifier, déjà notamment les 20 électrons de chaque côté. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait ici, on a supprimé les 20 électrons de chaque côté. Les H+, du coup, on voit qu'il y en a 32 à gauche et 20 à droite, donc du coup, on peut les simplifier, il en reste 12 à gauche. Pareil pour les molécules d'H2O, du coup, il y en avait 15 à gauche, 16 à droite, donc on les simplifie, il en reste qu'une à droite. Et du coup, la réaction finale, c'est celle-ci. On obtient donc 4 MnO4-, plus 12 H+, plus 5 N2O, qui nous donne 4 Mn2+, plus une molécule d'eau, plus 10 molécules d'HNO2. Du coup, à l'aide de la troisième question, c'était de calculer du coup la différence de potentiel redox de la réaction finale. Donc du coup, pour ça, on va commencer par calculer le potentiel redox E de chaque demi-réaction, donc pour le couple A et pour le couple B, à l'aide de la formule suivante, du coup, qui vous était donnée. C'est la relation de Nernst. Donc E qui nous donne, enfin le potentiel redox qui nous donne le potentiel redox qui est égal au potentiel redox standard plus RT sur NF fois logarithme népérien de la concentration en oxydant sur la concentration en réducteur. Donc ici, F correspond à la constante de Faraday et il vaut 96 500 coulombs. La température, du coup, donc il faut bien faire attention parce qu'on n'est pas dans les conditions standards. La température, elle vaut 27 degrés, donc on rajoute 273 pour la convertir en Kelvin. On obtient une température de 300 Kelvin. Donc du coup, on va passer au calcul pour le couple A. Donc dans cette demi-réaction du couple A, 5 électrons sont échangés et donc du coup, on va prendre N est égal à 5. Donc si on applique du coup la concentration en oxydant et la concentration... L'oxydant c'était MnO4-, pardon, et le réducteur c'était Mn2+. Donc si on applique du coup, on a 1,57 le potentiel redox standard plus 8,32 la constante des gaz parfaits fois 300 la température, divisé par 5 le nombre d'électrons fois la constante de Faraday, multiplié par le logarithme népérien du coup de la concentration en MnO4- qui était donnée en millimol par litre, donc il faut bien penser à convertir en multipliant par 10-3, sur la concentration en Mn2+, donc c'était 2/17 de la concentration en MnO4-. Donc pareil, il fallait penser à convertir en mol par litre. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se simplifier pour aller plus vite dans le calcul à la calculatrice. Du coup, on peut simplifier ici, on peut enlever les 267 fois 10-3, donc on obtient ceci. Et pareil ici, du coup, 1 sur 2/17, c'est égal à 17 demi ou 17 sur 2. Et donc on fait le calcul et on trouve un potentiel redox de 1,58 volts. Pour le couple B, du coup, on fait la même chose, mais ici, il y a 4 électrons qui sont échangés, donc N est égal à 4. Donc 1,31 le potentiel redox standard, plus 8,32 fois 300 la température, sur 4 électrons, fois 96 500, fois le Ln de 6,5, puisque ce rapport, du coup, il vous était donné dans... Le rapport des concentrations était donné dans l'énoncé. Donc du coup, on peut simplifier ici en enlevant les deux zéros en haut et en bas de la fraction, si on veut, pour aller plus vite. Et donc on trouvait un potentiel redox de 1,32. Donc pour trouver la différence de potentiel redox de la réaction finale, on fait
Donc le potentiel redox le plus grand moins le potentiel redox le plus petit. Donc ici, ça revenait à faire EA, donc potentiel redox du couple A moins le potentiel redox du couple B. Donc on trouvait 1,58 moins 1,32 qui nous donnait donc 0,26 volts. Dernière question, il fallait calculer le delta G de la réaction finale. Donc pour calculer l'enthalpie de cette réaction, on utilise cette formule. Donc delta G est égal à moins NFE. Donc il faut faire attention ici par contre parce que le paramètre N il correspond au nombre d'électrons échangés dans la réaction finale. Donc du coup c'est bien 20 ici. Donc F c'est toujours la constante de Faraday et delta E c'est la différence de potentiel redox qu'on a trouvé du coup juste avant. Donc on applique, ça nous donne moins 20 fois 96 500 fois 0,26 volts du coup. Et ça nous donne moins 501 800 joules par mol ou moins 501,8 kJ par mol. Donc du coup, on remarque que delta G est inférieur à 0, la réaction est exergonique, on peut donc en conclure que notre réaction est spontanée dans le sens direct. Donc voilà, on a fini pour ce TD6, j'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite et le mois de révision, et puis ne lâchez rien, on croit en vous. Bisous!